Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'ISEC School of Business and Economics, spécialiste du numérique, et nous allons parler d'Apple, et notamment d'Apple TV+, qui s'est lancé récemment. Déjà, première question, que fait Apple dans cet univers du streaming ? Que fait Apple dans cet univers du streaming? C'est assez simple, c'est que Apple, comme tous les géants du numérique aujourd'hui, essaie de se diversifier un maximum. Et Apple, comme tous les autres géants du numérique, se dit qu'avoir des revenus récurrents, c'est intéressant. Et le business model du streaming est basé sur l'abonnement, ce qui peut créer de la récurrence de revenus. Donc ça leur permet de densifier une offre globale et de diversifier aussi les revenus, les activités et offrir plus de services pour leurs clients. Oui, parce que ça répond aussi à un mouvement d'Apple qui historiquement était une entreprise de hardware qui vendait des ordinateurs, des téléphones, des baladeurs numériques et qui aujourd'hui se diversifie dans le software. Et justement, est-ce que du côté des analystes financiers, cette volonté d'avoir du revenu récurrent est une obligation pour une entreprise de la taille d'Apple ? C'était d'autant plus important pour Apple que Apple, pendant très longtemps, était présenté comme trop dépendant d'un produit, et un produit star, en l'occurrence l'iPhone, et c'était perçu comme une faiblesse. Et de manière générale, en stratégie, lorsqu'on est dépendant soit d'un client, soit d'un produit, ou les deux à la fois, c'est pas une situation très enviable. Donc beaucoup d'analystes prédisaient quelques mésaventures à venir pour Apple dès lors que le produit star qui est l'iPhone pourrait s'écouler dans de moins grandes proportions, dans moins grand volume, ou pourrait tout simplement rencontrer une certaine désaffection du public. Donc Apple a pris ce combat chevillé au corps et s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un moyen de se diversifier, plus encore dans les services. Ils ont toujours été un petit peu quand même dans les services iTunes par exemple, pour ne citer que lui. Mais leur volonté aujourd'hui, c'est effectivement de créer de la récurrence de revenus pour pouvoir pallier un déficit potentiel de chiffres de vente de leurs produits stars dans le hardware, l'iPhone, et puis à un degré moindre, l'iPad, et puis l'iMac. Et donc aujourd'hui, on voit avec les logos qui s'affichent derrière nous que l'Apple TV+ vient concurrencer des acteurs comme Netflix, Hulu, Disney+, et d'autres plateformes diverses. Justement, l'offre d'Apple est assez réduite, avec au début 15 séries et films, et in fine, d'ici 1 an et demi, une cinquantaine de productions. L'offre semble minimale, alors que les concurrents comme Netflix proposent des milliers de séries. Disney+, qui se lance 10 jours après Apple+, le 10 novembre, proposera aussi une offre de plusieurs milliers d'épisodes de séries. Comment Apple peut-il exister dans un univers où l'offre est toujours pléthorique et où la lutte est âpre? Alors justement, vous avez employé un terme qui, à mon sens, est un tout petit peu galvaudé. Vous avez employé le terme de concurrence. Apple rentre sur ce marché, effectivement, mais à mon sens, il ne rentre pas en concurrence frontale avec un service comme Netflix. Un service comme Netflix qui, vous l'avez dit vous-même, on va dire qu'il y a un service très généraliste avec une diversité de contenu qui est colossale et un catalogue qui est lui-même très très profond. Apple rentre sur ce marché avec une offre que je qualifierais plutôt de complément, c'est-à-dire que Apple ne cherche pas forcément à déshabiller Netflix, Apple cherche plutôt à être une offre, et c'est un petit peu le cas de Disney également, que vous avez cité, une offre complémentaire à celle de très grosses majors du streaming, et notamment la plus grosse d'entre elles, Netflix. Le prix de vente qui a été annoncé hier lors de la keynote de lancement d'Apple le confirme en fait, ce positionnement stratégique. 4,99 € par mois, c'est quasiment 3 fois moins cher que Netflix, et ça démontre une volonté finalement de dire aux consommateurs, vous pouvez être abonné à Netflix, mais vous pouvez également être abonné à mon offre de streaming en plus de Netflix. Donc j'emploierais le terme de complément stratégique plutôt que de concurrence frontale. Et là-dessus, Apple, avec ses contenus qu'il espère le plus qualitatif possible, se positionne de façon majeure pour pouvoir acquérir des consommateurs sans forcément les voler à la concurrence. Et justement, hier, lorsque Apple a annoncé son prix de 4,99 $ par mois, on a vu instantanément Netflix et Disney effacer quelques milliards de capitalisation boursière. Cette lutte concurrentielle, peut-être pas, mais du moins cette lutte de contenu, ne crée-t-elle pas un risque chez des plus gros acteurs qui pourraient se faire avaler et concurrencer par ce genre de plateforme tierce? Alors c'est mon analyse très à chaud, mais je pense que le marché a réagi un petit peu de la même manière que vous. Ils ont considéré, les investisseurs, que finalement le lancement d'Apple, surtout avec une offre très agressive, allait finalement se traduire par une perte d'abonnés réelle aujourd'hui pour Netflix et potentielle demain pour Disney+. Ce que le marché n'a pas forcément encore bien internalisé, c'est que les abonnés de chez Apple TV+ pourraient
être des abonnés qui sont également présents sur d'autres plateformes. Quelque part, si on considère que Netflix va demeurer pendant encore quelques temps l'offre de référence dans le streaming, l'annonce qui a été faite hier par Apple et ce positionnement tarifaire un petit peu agressif est presque plus un problème pour Disney, qui lui aussi se positionne avec une offre d'entrée de gamme très attractive, par mois, c'est ça? Absolument, très attractive et moins chère que l'offre du leader du marché, lui aussi se positionne en offre de complément. Donc si on part du principe qu'un consommateur moyen est abonné à Netflix et pourrait compléter son offre par une offre complémentaire, là il y a match éventuellement entre Apple à 4,99 € par mois et Disney Plus à 6,99 $. Donc quelque part, toujours à chaud, le décrochage en bourse qu'on a pu avoir hier suite à l'annonce du lancement d'Apple TV+ et de cette offre tarifaire très agressive, elle se comprend plus pour Disney que pour Netflix. Ceci dit, et c'est là que les prochains mois vont être très très intéressants, lorsque toutes ces offres seront effectivement lancées sur le marché, il peut aussi se passer la chose suivante. Un abonné de Netflix historique se désabonne pour s'abonner au même prix quelque part que l'abonnement Netflix, à la fois à Disney et à Apple TV+. Ça, c'est pas à exclure, mais pour l'instant, on va dire que c'est pas le scénario le plus probable. Ok, et c'est peut-être aussi le scénario pressé par le marché, du coup, d'avoir des éventuels désabonnés ou une plus faible croissance des abonnés à Netflix. Je pense que le marché a réagi en fonction de cette croyance-là, mais sans avoir pris le temps du recul et de l'analyse finalement. Et quelle place, du coup, pour d'autres acteurs, comme on parle du francophone Salto ou d'Amazon Prime Video qui peinent à percer sur le marché européen, est-ce qu'il y a de la place encore pour d'autres? Il y a de la place pour d'autres, mais la lutte est âpre. La lutte est âpre parce que ce qui est le nerf de la guerre dans ce marché-là, c'est deux choses. C'est déjà les capacités d'investissement financier pour pouvoir se créer à la fois une offre technologique qui est fiable, qui est performante, et puis le catalogue de contenu qui va permettre finalement d'avoir des abonnés et de les retenir, ces abonnés-là. Donc il faut une performance, des capacités d'investissement financier qui sont importantes, et puis il faut, et c'est le corollaire quelque part, un catalogue qui soit attractif, qui soit en capacité de pouvoir attirer des consommateurs, attirer de nouveaux consommateurs, et suffisamment profond pour pouvoir les retenir longtemps sur la plateforme. Parce que le nerf de la guerre sur ce marché-là, c'est l'attention. Autant un consommateur peut être abonné sur plusieurs plateformes, d'ailleurs pas uniquement de streaming audiovisuel, hein, ça peut être aussi du streaming de jeux vidéo, pourquoi pas, mais autant il y a une chose qu'il ne peut pas faire en parallèle, c'est consommer deux plateformes en même temps. Il peut être abonné aux deux, mais en revanche, son attention sera toujours focalisée sur une plateforme, parce que vous ne pouvez pas regarder Netflix et Apple TV+ en même temps. Donc, ce qui veut dire que le nerf de la guerre stratégique pour ces plateformes-là, c'est d'avoir les contenus qui vont retenir l'attention. Et quelque part, si un consommateur qui est abonné à plusieurs offres devait se désabonner d'une offre, il vaut mieux que ce soit celle du concurrent plutôt que la mienne. Donc, pour pouvoir être sûr que ce soit la mienne que le consommateur valorise sur le long terme, il faut que j'arrive systématiquement à renouveler son attention, à renouveler son intérêt pour les programmes que je propose sur ma plateforme. Et là-dessus, pour l'instant, au moment où on se parle, Netflix y parvient parfaitement. Parce qu'ils ont une offre qui est généraliste, qui est profonde, parce qu'ils ont aussi une capacité à enchaîner de façon assez stratégique d'ailleurs dans le temps des contenus à très forte capacité addictive. Quand vous avez la saison 2 de The OA qui s'achève de suite, on a la saison 3 de Stranger Things qui prend le relais, quelque part on arrive à tenir le consommateur en haleine, et le consommateur qui est tenu en haleine, c'est un consommateur qui ne part pas, qui reste fidèle à Netflix. Donc, à suivre dans les prochains mois, lorsque d'autres offres concurrentes, vous en avez cité quelques-unes, rentreront avec des contenus qui sont ce qu'on appelle un petit peu des system sellers. Donc Amazon aura très bientôt sa série sur Le Seigneur des Anneaux. Disney va arriver avec des séries, par exemple sur Star Wars. Apple va arriver avec des mini-séries qui sont faites autour de Jason Momoa, par exemple, qui a été présenté hier, mais aussi des séries autour de stars comme Jennifer Aniston. On sait que Steven Spielberg prépare aussi des séries pour Apple TV+. Donc une fois qu'il y aura des séries à très fort potentiel, on va dire, culturel et attractif, on verra un petit peu comment se positionneront les consommateurs.
ça va être passionnant. Et aujourd'hui, en fait, le nerf de la guerre, finalement, correspond à la production de contenu et des investissements colossaux. Et est-ce que ce ne serait pas l'âge d'or des studios de cinéma et de production du visuel aujourd'hui, finalement? Ah, ça, c'est une excellente question qui doit être un petit peu nuancée. Effectivement, on a aujourd'hui, grâce aux plateformes de streaming, beaucoup d'argent qui est injecté dans le secteur de la production, de la création, et tout le monde en bénéficie, des scénaristes, les acteurs, les studios de cinéma. Finalement, ça génère plus de volume, plus d'activité, et in fine, quelque part, ça permet de créer de l'activité pour tout l'écosystème du cinéma sur l'amont de la filière. Et ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, ce qu'on peut aussi regarder, c'est que si on ne prend par exemple que l'exemple de Netflix, Netflix fait de l'intégration verticale vers l'amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Netflix ne se contente pas d'investir dans des contenus pour s'en réserver l'exclusivité de distribution sur sa plateforme. Netflix fait plus que ça, il achète des studios de cinéma, en tout cas il en achète quelques-uns, qui finissent par ne travailler que pour la plateforme. Alors ça peut être le temps d'un projet ou ça peut être, on va dire, sur un temps beaucoup plus long et multi-projet, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc ça peut en fait, éventuellement, si Disney, il y a de fortes chances que ce soit le cas, Apple et tous les autres qui peuvent se lancer sur ce marché-là répliquent ce genre de stratégie, ça peut créer en fait des silos. Là où, si les studios de cinéma demeuraient indépendants sur l'amont de la filière, cela pourrait en fait leur permettre de travailler tantôt avec Netflix, tantôt avec Apple, tantôt avec Hulu, et que sais-je. Et peut-être pour finir, cette stratégie de pricing assez agressive qu'on a vue du côté d'Apple TV+, inaugure-t-elle une nouvelle stratégie dans la mesure où on a aussi vu que l'iPhone entrée de gamme allait être $100 moins cher que son prédécesseur quand on parle l'iPhone XR, 10R et l'iPhone 11. Est-ce que pour Apple, cette stratégie peut-être d'abaissement des prix d'accès correspond à une volonté d'élargir sa base de clients, d'être plus accessible, parce que c'est mine de rien une nouveauté pour une boîte qui a toujours été celle de la premiumisation de l'offre. Et un petit peu de l'élitisme. En revanche, moi je ne ferai pas un parallèle aussi clair entre la politique tarifaire sur les devices et la politique tarifaire sur le streaming. Sur les devices, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, il y a une volonté d'avoir une offre d'entrée de gamme, mais qui reste malgré tout relativement onéreuse. Voilà. Aujourd'hui, les smartphones qui se vendent au-dessus de $500 ne sont pas le cœur de marché en volume. Les smartphones qui s'écoulent le plus sont des smartphones qui sont positionnés entre 200 et $350 aujourd'hui. Donc malgré tout, il y a cette volonté de segmenter les devices de façon à les rendre pour l'entrée de gamme un peu plus abordables, mais on garde quand même des offres premium pour pouvoir se distinguer, ne serait-ce que socialement lorsqu'on les obtient. Et pour revenir au streaming, qui est quand même le cœur de notre réflexion aujourd'hui, en fait, stratégiquement, c'est bien joué d'avoir une offre d'entrée, de lancement très agressif comme ça, pour plein de raisons. Déjà, ça crée un effet d'annonce. Ça déstabilise un petit peu les concurrents, notamment ceux qui sont des compléments, qui se positionnent en complément d'une offre, on va dire mainstream comme Netflix. Donc ça les fait se questionner d'une certaine façon, ça les désarçonne. On va voir un petit peu comment Disney va réagir à l'annonce d'Apple TV par exemple. Quand bien même ils ne sont pas exactement sur le même créneau parce que Disney sera très familial alors qu'Apple TV ce sera peut-être des contenus un peu plus adultes. Juste pour les enfants et c'est tout quoi. Voilà. Donc c'est bien joué à ce niveau-là. Et puis finalement c'est quasiment la seule stratégie qui était jouable par Apple parce que Apple est Apple. Alors ça a l'air bizarre dit comme ça parce qu'Apple a toujours été, vous l'avez dit vous-même, dans des positionnements tarifaires qui sont assez importants, mais Apple sur le streaming n'a pas de légitimité. Apple n'a jamais opéré sur ce marché-là, ils n'ont pas de savoir-faire reconnu en matière de distribution et de production de contenu audiovisuel, donc on peut avoir une certaine méfiance a priori sur la capacité d'Apple d'avoir une offre finalement attractive, haut de gamme, performante, de qualité sur ce marché-là. Or, on sait que c'est un marché dont la rentabilité, quelque part, repose sur la capacité à générer de fortes économies d'échelle. Quelque part, votre contenu que vous allez payer
100 millions de dollars en production, je dis n'importe quoi, il s'amortira d'autant plus que votre base d'abonnés sera importante. Il s'amortira d'autant plus qu'il sera vu par 100 millions d'utilisateurs. Oui, c'est du coup seulement fixe. 10 millions. Et donc exactement. La marge marginale est toujours... Exactement. Donc quand vous n'avez pas de légitimité et que vous avez néanmoins des coûts fixes qui sont importants parce que Apple va investir, selon les analyses, c'est entre 1 et 6 milliards de dollars par an. Il peut se le permettre finalement. Il peut se le permettre, absolument, mais ça j'allais y venir, c'était vraiment la conclusion, vous anticipez un tout petit peu, mais exactement. Il a des coûts fixes, ces coûts fixes pour pouvoir les amortir et démontrer sa capacité à être présent sur ce marché-là, il vaut mieux avoir une base d'abonnés le plus large possible, donc un prix attractif, une distribution qui n'est pas réservée aux clients d'Apple, puisqu'ils l'ont dit hier, ils l'ont confirmé hier, mais on s'en doutait un petit peu, Apple TV+ sera distribué à travers Apple TV, qui elle-même sera distribuée sur tout un tas de devices d'Apple, mais également des concurrents ou des partenaires industriels comme les téléconnectés, etc. Et effectivement, et c'est le dernier étage de la fusée, Apple, qui est une entreprise diversifiée qui génère déjà beaucoup d'argent par ailleurs, peut se permettre quelque part que son activité de streaming, dans un premier temps, ne soit pas rentable. Donc quelque part, c'est une sorte de subvention aux premiers abonnés que d'avoir un prix de lancement aussi faible, tout simplement pour pouvoir se constituer une base d'abonnés le plus rapidement possible, la plus large possible. Bon, dans tous les cas, cette guerre du streaming sera passionnante à suivre. On vous remercie Julien Pillaud pour vos éclairages et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.